Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour Afrique Midi. Bienvenue. Tout d'abord, les titres. Proposer un autre monde plus égalitaire, moins dans la finance, le Forum social mondial se termine aujourd'hui à Tunis. Le grand rassemblement altermondialiste pour la première fois dans un pays arabe. Un projet dénommé Analyse des déterminants de la performance des entreprises vient d'être lancé à Yaoundé au Cameroun. Cela dans le but de rendre les entreprises plus performantes en Afrique subsaharienne francophone. Et on ouvre cette édition avec la Centrafrique, une semaine après l'offensive de la Séléka et la fuite de François Bozizé. On assiste à un lent retour à la normale. L'administration réouvre en principe mardi prochain. Quant au processus politique, pas encore de gouvernement, il est attendu. De son côté, le président autoproclamé Michel Djotodia réaffirme sa volonté d'organiser des élections dans 3 ans. Il entend, rappelle-t-il, respecter les accords de Libreville. Je vous propose de l'écouter ici. Nous sommes là et nous allons agir selon l'esprit des accords signés à Libreville. Et effectivement, il a été dit à Libreville qu'effectivement ceux qui seront à la commande de ce pays ne vont pas se présenter aux élections présidentielles. Et toujours en Centrafrique, l'urgence humanitaire après le coup d'État. Un seul hôpital fonctionne encore à Bangui et pire, sans eau potable. Après les affrontements, il y a une semaine, une 50aine de blessés attendent toujours d'être opérés. Retour presque à la normale à l'hôpital communautaire. Plus de blessés ensanglantés dans le hall, des urgences désengorgées. Seul signe des troubles ambiants, des hommes en treillis. L'écho des Kalachnikov et toujours le système D. Rien, mais déjà un peu mieux qu'en début de semaine. Et cela, en partie grâce à cette équipe de Médecins sans frontières. Oui. On va donner les contraintes, oui. Des médicaments, du matériel médical, des réservoirs d'eau et surtout du renfort en personnel. 10 médecins sans frontières au chevet du seul hôpital fonctionnel de la capitale. C'est principalement nous qui donnons un coup de main à justement essayer d'organiser ça. Il y a un surveillant général qui est là depuis une semaine, qui travaille presque 24/24. Donc le staff commence à être bien fatigué. Ça va ? Épauler le personnel, coordonner, visiter les malades, c'est la mission assignée à Nancy-Vaudan. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? La balle, ouais ? Touché par une balle perdue comme la plupart des patients de l'hôpital. Cet homme a été blessé il y a 5 jours. Il n'a toujours pas été opéré. Au début, il n'y avait pas d'électricité et pas d'eau. Donc maintenant, c'est en train de revenir. Donc, on est en train de faire la liste de toutes les opérations, donc les personnes, quel type d'opération, pour faire des programmes opératoires, pour organiser ça et pouvoir prendre le maximum de personnes dans un laps de temps le plus court. Une 50aine de patients sont sur la liste. Les blocs tournent à plein régime, mais ils ne sont que 3 chirurgiens à opérer. Toujours mieux qu'à l'hôpital de l'Amitié. Ici, pas d'ONG, presque pas d'infirmières, pas plus de médecins. Tous ont déserté les lieux pour cause d'insécurité. Juste des dizaines de malades livrés à eux-mêmes depuis une semaine. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes et nous vivons de triste sort. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas les petits déjeuners, il n'y a pas les rations. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous souffrons péniblement. Il faut venir à notre secours. Il faut vraiment nous aider. Le comité international de la Croix-Rouge a répondu à l'appel. Une équipe devrait être déployée dans les prochains jours. Direction à présent la Tunisie où se termine aujourd'hui le Forum social mondial, le grand rassemblement altermondialiste qui se déroulait pour la première fois dans un pays arabe. Il flotte comme un air de fête sur le campus de l'université d'Al-Manar. Depuis 4 jours, on chante, on revendique, on discute,
On parle de tout, du monde, de l'économie, de la globalisation et surtout de l'humain. L'homme de plus en plus oublié des politiques internationales, des membres du G20. Les altermondialistes restent la vigie du monde, même si leur voix ne porte pas autant qu'ils le voudraient. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une politique de souveraineté alimentaire. Cela signifie que cela doit être un principe clé. Les fermiers, les agriculteurs doivent avoir le contrôle de leurs moyens de production. Au Forum social mondial, aucun thème n'est fixé. Au fil des conversations, les thèmes s'imposent, les problématiques se soulèvent, comme le droit des femmes. Nous sommes ici pour faire avancer les droits des femmes, parce que les droits des femmes vont avancer les droits des hommes aussi. Le monde bouge, mais pas à la même vitesse, que l'on soit du nord ou du sud, pays occidental ou pays émergents. Les révolutions arabes confèrent aujourd'hui, par exemple, beaucoup d'espoir aux altermondialistes. L'année 2011 a enseigné à de nombreuses personnes comment on peut changer les choses. D'abord l'Égypte, l'Espagne, puis Occupy Wall Street. Beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient beaucoup appris de la crise tunisienne. Apprendre et comprendre le monde. Les altermondialistes font parfois preuve d'anticipation, comme la suppression des paradis fiscaux, la taxe sur les transactions financières ou la séparation des banques entre dépôts et transactions d'affaires. Entre vision et révolution, les altermondialistes ne font pas que s'indigner. De nouveaux affrontements en Égypte, comme à chaque fois le même scénario, affrontements entre partisans et adversaires du président Mohamed Morsi. Il y en a eu au Caire, la capitale, mais le plus violent s'est passé à Alexandrie, bilan une dizaine de blessés. La fin de la tournée africaine du président chinois Xi Jinping, il a bouclé par le Congo-Brazzaville. Les deux pays ont paraphé une série de contrats portant sur la construction d'infrastructures. L'occasion pour le tout nouveau numéro 1 chinois de rappeler l'importance qu'a l'Afrique pour son pays et vice-versa. Maintenant, le Cameroun, la communauté universitaire se soucie de la performance des entreprises en Afrique subsaharienne francophone, dont 3 pays, le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Un projet allant dans ce sens dénommé Analyse des déterminants de la performance des entreprises vient d'être lancé à Yaoundé dans le but d'avoir des entreprises plus performantes dans la région. C'est la performance des entreprises au Cameroun qui fait l'objet d'échanges ici entre ces hommes de sciences, des universités reconnues de notoriété, avec en association stratégique Benoît-Pierre Laramé, haut commissaire du Canada au Cameroun. C'est précisément pour analyser les déterminants de la performance des entreprises en Afrique subsaharienne francophone. Voici la réalité pour ce qui est du cas spécifique du Cameroun. Suite au recensement de l'Institut national de la statistique, nous avons environ près de 94 000 entreprises. 90 000 sont des petites et moyennes entreprises qui contribuent seulement à 4%. Ceci est problématique. Alors, nous nous sommes posé la question, mais pourquoi? Le mal est diagnostiqué. Maintenant, la performance de ces hommes de science va proposer des solutions. Il va donc falloir y répondre à l'aune des instruments scientifiques. Nous voulons que le taux de croissance à 2 chiffres dont tout le monde rêve au Cameroun soit atteint. Pour cela, il va falloir que les entreprises soient performantes parce que c'est d'abord les entreprises qui créent de la richesse et non l'inverse. Le centre de recherche en économie et gestion de l'Université de Yaoundé 2, qui assure le pilotage de ce projet, en profitera pour renforcer et diversifier son partenariat avec le Centre pour la recherche et le développement international, Institut public du Canada, qui en assure le financement. L'université consacre bien son rôle ici, parce que creuser de toute stratégie moderne de développement. Hors de notre continent, une fois de plus, le ton est monté. La Corée du Nord a annoncé ce samedi entrer en état de guerre contre son voisin, la Corée du Sud, après avoir placé la veille certains de ses sites militaires en état d'alerte et multiplié les déclarations belliqueuses contre Washington et Séoul. En Corée du Sud, les médias ne cessent de relater les provocations de Kim Jong-un. Ce samedi, Pyongyang s'est déclaré officiellement en état de guerre contre Séoul, une annonce qui ne semble pas inquiéter la population sud-coréenne. Les pays étrangers voient cette situation comme très grave. Mais en Corée du Sud, on n'est pas vraiment nerveux.
Parce que nous sommes habitués à cette rhétorique et aux nombreuses menaces faites par la Corée du Nord dans le passé. De l'autre côté de la frontière pourtant, le régime nord-coréen se dit en ordre de bataille. Démonstration de force et de discipline. Certains des sites militaires du pays sont en état d'alerte, prêts à viser les bases américaines en Corée du Sud et dans le Pacifique. Une réponse au vol d'entraînement de bombardiers furtifs américains côté sud-coréen. Mais selon certains experts, la menace nord-coréenne ne serait qu'un moyen pour Kim Jong-un d'affirmer son autorité dans son propre pays. On a l'impression d'avoir entendu, vécu la 4e ou 10e séance exactement de la même manière depuis quelques années de la part de la Corée du Nord. Et je pense que derrière cette façon de gonfler sa poitrine de ce brave jeune homme, il y a une armée qui sait très bien qu'elle ne peut pas se lancer dans une attaque contre les États-Unis. Depuis des semaines, le régime nord-coréen multiplie les déclarations belliqueuses, notamment après l'adoption de nouvelles sanctions par l'ONU à l'encontre de Pyongyang à la suite du 3e test nucléaire. Les exercices militaires menés conjointement depuis le mois de mars par Séoul et Washington ont également irrité le leader nord-coréen Kim Jong-un. Alors, simple tentative d'intimidation ou réelle menace? Pour les États-Unis, fidèles alliés de la Corée du Sud, pas question de prendre ces déclarations belliqueuses à la légère. Washington s'est dit prêt à riposter à toute provocation. Violence et dépravation des mœurs, des mots bien souvent accentués par l'alcoolisme, cible fragile la jeunesse. Une ONG sénégalaise parle même de la vente des sachets d'alcool à Thiès. Face à la situation inquiétante, société civile et hommes politiques du Sénégal tirent la sonnette d'alarme. Le petit verre de trop et bonjour les dégâts. Les ravages de l'alcool chez la jeunesse sont énormes. L'alcool, c'est connu, déforme l'individu du point de vue de son caractère, le rend brutal. Une autre voix se fait entendre pour dire stop à l'alcoolisme des jeunes. Député maire, Barthélémy Diaz mesure avec inquiétude les conséquences de ce fléau dans sa commune. Ce poison aujourd'hui est à l'origine de certains problèmes qui sont dus à l'insécurité, entre autres donc aux agressions en particulier. Le mal se serait généralisé. Jamra dénonce la vente libre de sachets d'alcool à des prix modiques dans la capitale du rail. À Thiès, cette boisson avait fait son apparition au niveau de certains collèges et autres établissements d'enseignement. Alors, direction Thiès, pour en avoir le cœur net. Dans la ville, seule une brasserie fonctionne. Elle est gérée par la société STAP. Ici, on ne fabriquerait plus de dosettes d'alcool en sachet depuis 2011. Ces machines servaient à faire des sachets d'alcool. Mais elles ont été arrêtées depuis 2011. D'ailleurs, je vous mets au défi, allez sur le marché. Si vous trouvez des sachets, ramenez-les-nous. Qui croire? Un détour par le commissariat central de Thiès. L'existence de sachets de boissons alcoolisées est-elle signalée dans la cité? Nous avons reçu des instructions de notre hiérarchie pour essayer d'avoir une idée claire sur ces allégations. Et depuis lors, donc, nos éléments sont sur le terrain, ils font des recherches, des investigations, des questionnements auprès des populations, des élèves, mais je vous parle, je confirme que nous n'avons pas encore vu une seule dosette. La police veille au grain. À Thiès, la situation semble sous contrôle. Retour sur Dakar, dans la capitale, une fois la nuit tombée, le décor est tout autre. L'alcool coule à flot. Seul le gain compte. Le contrôle est laxiste. Même un mineur pourrait s'enivrer à cœur joie. Pourtant, le décret du 8 février 1955 portant codification des dispositions relatives à la lutte contre l'alcoolisme réprime notamment le fait pour un débutant de boisson ou une boîte de nuit de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de 18 ans. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.